Alors, Mohamed Ben Saada, bonjour. Bonjour. Tu es tête de liste UNIR. On va faire aujourd'hui une interview consacrée au programme. On a pris un petit peu, vu que lundi soir le créneau de Mars Actu est libéré, vu que Martine Vassal a refusé leur invitation. On prend un petit peu le créneau pour pouvoir t'interviewer. Et on va pas faire semblant, on se connaît, on est amis, on milite ensemble. Je suis membre du comité d'action citoyenne de la liste UNIR, qui soutient et qui contrôlera la liste UNIR. Et aujourd'hui, tu ne seras pas face à Mars Actu, tu seras donc face au comité d'action citoyenne. Je ne sais pas si c'est pas pire, hein, ça du coup. peut J'ai être pas pire. eu accès aux questions d'ailleurs. Voilà, tu n'as pas eu accès aux questions, pour être totalement transparent, tu n'as eu accès à aucune des questions. On va faire un petit peu comme Mars Actu font les lundis soirs. Toute une série de questions qu'on va te poser sur le programme de la liste UNIR. Et puis à la fin, il y aura les questions qui fâchent, auxquelles tu n'as pas eu non plus accès. Et il y aura aussi les questions des internautes qui ont été posées sur la page Facebook d'UNIR et le compte Twitter et qu'on va te poser. Allez, c'est parti. Alors la première question que je voulais te poser, c'est un petit peu une question générale. L'UNIR s'est doté quasiment dès sa création d'un programme qui est structuré autour de 16 décisions et de 87 mesures. Un programme qui peut paraître assez ambitieux, qui parle du secteur et de la ville en même temps. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'état d'esprit général de ce programme ? L'état d'esprit, c'est qu'on a articulé en réalité, on n'est pas parti du néant dans la construction de ce programme, c'est qu'il y avait déjà du préexistant, on s'est complètement reposé, entre guillemets, en tout cas en partie dans le travail rédactionnel programmatique, sur les expériences militantes extrêmement fortes qu'on a eues sur Marseille depuis par exemple le 5 novembre 2018 et même des expériences antérieures. Hein. C'est-à-dire qu'on est allé revoir ce qui avait été fait par le CQPM en 2013 avec des 101 propositions. On s'est sur les questions de logement appuyé sur tout le travail qui a été fait par le 5 novembre. On a travaillé avec les plateformes programmatiques des partenaires qui soutiennent officiellement la liste UNIR, en l'occurrence la plateforme programmatique de la France Insoumise, celle de Debout Marseille Écolo Citoyen et celle du Pacte démocratique qui a fait tout un travail sur de nombreuses thématiques qui se retrouvent dans notre programme. Donc l'état d'esprit, c'était la compilation et l'articulation et l'adaptation de toutes ces mesures, de toutes ces idées, de toute cette réflexion sur la citoyenneté, sur les thématiques sociales, sociétales, qu'on a articulé avec des préoccupations purement municipales. Alors c'est un programme, c'est une liste de secteurs qui se présente sur le 7e secteur, les 13e et 14e arrondissements. En même temps, dans le programme, on lit quelque chose qui à la fois parle de choses qui concernent ces territoires-là particulièrement, qui concernent la ville en général. Comment est-ce que toi, en tant que peut-être futur maire de secteur, tu comptes articuler justement cette dimension d'un programme vraiment ancré sur ces territoires-là et les dimensions plus générales concernant l'ensemble de la ville ? En réalité, il y a deux dimensions qu'on peut appréhender de façon politique, c'est-à-dire qu'on a l'ambition avec ce programme de devenir, c'est un peu prétentieux, mais oui, il faut dire les choses comme ça, un exemple réellement en termes de gestion micro-locale, puisqu'une mairie de secteur, même si le secteur, le 7e secteur de Marseille, c'est carrément 155 000 habitants, donc c'est une petite ville, une ville moyenne. Donc on a l'ambition d'articuler la gestion municipale de cette ville à part entière et d'en faire un exemple, en tout cas sur la thématique de l'urgence démocratique. Ça, en termes de moyens, en termes d'investissement, en termes de ce concept qui nous tient énormément à cœur d'élus militants et de militants élus, on peut reconfigurer la conscience des citoyens et notre rapport à la politique. Ça, en un mandat de 6 ans, on peut déjà vraiment faire avancer beaucoup de choses, prouver que les citoyennes peuvent se réapproprier le politique. Sur les deux autres piliers de notre programme, l'urgence écologique et l'urgence sociale, évidemment, on ne fait pas des promesses de raser gratis, etc. On sait qu'on dit souvent un budget de mairie de secteur, c'est 2 euros par habitant. Ah ouais, c'est ça, 3 euros. Comment est-ce que tu peux appliquer des mesures sur les questions plus structurantes, sociales, écologiques, avec seulement les moyens d'une mairie de secteur? C'est un petit peu compliqué du coup. C'est compliqué et c'est pas compliqué à la fois. Je dis toujours que la politique, c'est pas une histoire de moyens, c'est une histoire de volonté. Donc d'une part, nous on considère que notre équipe municipale et moi en tant que maire, on restera, comme je te disais tout à l'heure, des élus militants et des militants élus. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on sera dans l'animation, dans l'interpellation, dans la prospection,
dans la façon dont on va s'adresser aux investisseurs, aux décideurs économiques, aux législateurs pour mettre en place des politiques qui ne sont pas de l'ordre de la prérogative ou des compétences de la mairie de secteur, mais sur lesquelles on peut agir, ne serait-ce que du point de vue de l'interpellation médiatique qu'on pourra avoir en tant qu'élu et en tant que mairie de secteur. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on pourra faire bouger les choses, j'allais dire de l'intérieur, mais en tout cas de la mairie de secteur. Et la deuxième dimension de l'action qu'on pourra mener en tant qu'élus municipaux ou conseillers d'arrondissement, c'est qu'on aura des relais politiques à l'intérieur de la future majorité qui se dégagera sur Marseille, qui j'espère sera une majorité de gauche. Et donc à partir de là, c'est-à-dire qu'on aura des conseillers municipaux, des conseillers métropolitains, et on pourra relayer les actions et la réflexion et les ambitions qu'on porte sur le secteur pour les articuler avec l'ensemble de la ville et peser politiquement pour changer la vie. Beaucoup de rapports de force, on parle en fait de questions démocratiques importantes. Ça a été un thème à Marseille en particulier et puis au niveau national avec notamment l'effet du mouvement des Gilets jaunes, cette question de la démocratie en fait. À gauche ça a fait débat, certains ont répondu dans ce débat que les habitants de ces quartiers voulaient avant tout manger et que la question de la décision citoyenne n'était pas prioritaire. Qu'est-ce que toi tu leur réponds sur ce sujet? Je réponds que c'est complètement faux parce qu'au-delà de la question alimentaire, je ne sais même pas qui ose dire qu'il voulait juste manger, non. Ça s'entend des fois à gauche comme réponse. Ça s'entend, mais pas que. Des discussions, des porte-à-porte, des tractages, des boitages, des réflexions qu'on a avec les habitants qu'on rencontre, même dans les quartiers les plus difficiles, notamment Rosière, Maison Blanche, etc. Ce qui ressort de tout ça, avant même la question sociale, c'est-à-dire avoir un toit sur la tête, manger suffisamment, se nourrir, se loger, vêtir ses enfants, c'est la question de la dignité. Et la dignité, elle passe de manière quasi systématique par une reconnaissance de ce qu'on est intrinsèquement, c'est-à-dire des individus, mais au-delà de l'individu, des citoyens. Ça, beaucoup de gens nous disent, mais de toute façon, on n'est pas entendu, en tant que tel. Et il y a un vrai hiatus là dans la façon dont on analyse la crise, en tout cas le mouvement insurrectionnel des Gilets jaunes, ou même plus proche de nous, et quelque chose auquel moi j'ai participé à ma très modeste mesure, mais ce qui se passe depuis le 5 novembre de 2018, le collectif du 5 novembre, le pacte démocratique, nous fait prendre conscience que cette question de la dignité et de l'existence politique démocratique des citoyens est la question centrale, l'enjeu de la représentativité des sans-voix, des invisibles, c'est la question centrale, avant même peut-être la question sociale. C'est la phrase de Sayad, exister, c'est exister politique. Ouais, sauf qu'on ne va pas mener un débat politique là-dessus, parce que ça c'est une phrase qui a été extrêmement dévoyée, parce que souvent on entend la phrase de Sayad comme étant une interpellation électoraliste, alors qu'en réalité, surtout connaissant Sayad, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc oui, moi j'adhère à ça, mais dans l'intégralité de cette assertion. Il y a beaucoup de choses qui sont dévoyées sur la question démocratique, j'arrête là après sur cette question-là, mais par exemple on a parlé du mouvement des Gilets jaunes qui a porté le RIC, évidemment le RIC local, le référendum d'initiative citoyenne. Le Front National, Stéphane Ravier, aujourd'hui prend cette proposition, l'affiche très ouvertement dans son programme, dans ses tracts. Tout le monde un petit peu s'approprie ce RIC, en tout cas beaucoup de gens dans plusieurs endroits du champ politique s'approprient ce RIC. Qu'est-ce que tu lui réponds à Stéphane Ravier lorsqu'il fait ça? Je ne suis pas répondre à Stéphane Ravier. Aussi, dans ta liste, tu défends le RIC. Ah oui, nous dans notre programme, le RIC est une proposition programmatique en termes d'urgence démocratique extrêmement importante, comme la création ou en tout cas l'activation des comités d'implication citoyenne ou d'autres mesures qui sont vraiment des mesures qui vont changer la relation du citoyen à la démocratie. La vraie différence, et sans faire de procès d'intention, tous ceux qui ont étudié la question historique des mouvements d'extrême droite, c'est que souvent, dans la façon dont ils arrivent à proposer des solutions référendaires, c'est plutôt l'approche plébiscitaire. Tout est dans la façon dont on pose un référendum d'initiative citoyenne. C'est que nous, dans notre programme, on parle du RIC, mais en amont et en aval de ce RIC, qui reste l'apogée de ce processus, il y a un espace de débat démocratique. Moi, je suis persuadé que M. Ravier ne pense pas une seule seconde à mettre ça en place, parce que ce n'est pas la tradition politique
démocratique de l'extrême droite, ça ne leur rentre pas ni par une oreille et ça ne ressort pas par l'autre. Mais la vérité, c'est qu'effectivement, ils ont plus cette espèce de tropisme plébiscitaire que cette volonté référendaire. Le référendum et le plébiscite, c'est deux choses extrêmement différentes. C'est-à-dire que la question sera posée de façon à ce que, entre guillemets, il y aura qu'une seule réponse possible. Or nous, le processus du RIC qu'on met en place, grâce à la façon dont on va avoir un contrôle citoyen qui est l'héritier direct de cette démocratie permanente dont parle Fatih Bouroua, dont parlent les gens du PAC, nous oblige à la transparence des débats et à la participation proactive des citoyens à l'intérieur de ce débat-là. Et donc le référendum en soi, c'est l'apogée de ce processus, mais il n'est pas tout seul. Je vais poser une petite question qui fâche, un truc qui est souvent renvoyé, y compris à gauche dans le débat sur le RIC. Il y a un peu ce danger souvent dont on parle, ce danger du populisme. Si les décisions qui sont prises dans un secteur qui a vécu sous Ravier pendant 6 ans vont pas dans le sens du progrès social, on va dire, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on ne pose pas les questions à l'échelle locale qui tiennent à des domaines régaliens ou à des questions de société. Et en réalité, je ne vais pas balayer ça d'un revers de la main, mais toutes les expériences de RIC, de votation, etc., nous apprennent que c'est faux. Moi, je n'ai pas de fantasme sur le peuple. Je le dis souvent, hein, le peuple n'est ni beau, ni laid, ni grand, ni petit. Non, il est un objet politique à partir du moment où il sort de chez lui et que les gens se mettent à parler ensemble et commencent à décider leur destin commun. Et non seulement il faut faire confiance au peuple, à chaque fois qu'il y a eu des grands mouvements populaires, ça a très rarement abouti à des espèces de dystopies fascistes ou fascisantes. Les questions sur la peine de mort, c'est de ça que tu parles, etc. C'est pas de l'ordre du référendum d'initiative citoyenne locale. Ça n'a aucun sens. Je ne pense pas qu'une pétition va se monter dans le 13e, 14e arrondissement pour demander à ce qu'on mette en place la peine de mort sur le 13e et le 14e arrondissement. Donc non, j'ai absolument aucune crainte. Moi, je fais confiance au bon sens populaire parce que la réalité, elle est là. Et alors, pour le coup, que ce soit dans les quartiers populaires ou les noyaux villageois, cette campagne m'a appris quelque chose, c'est que les gens étaient vraiment encore plus que la façon théorique dont on pouvait appréhender ce mot-là d'expertise citoyenne. C'est une réalité, Kevin. C'est une réalité. Je suis souvent scotché parce que ce que me renvoient les interlocuteurs. Des fois, je garde l'aspect serein, mais derrière, je suis juste étonné par le degré d'expertise sur les problèmes du quotidien, que ce soit en matière de transport, que ce soit en matière de santé, de culture, de loisirs, d'éducation. Et les gens apportent des solutions à leurs problèmes. Il faut juste les écouter. Et le RIC, pour moi, j'ai aucune crainte pour que ça devienne un objet fasciste. Non, bien au contraire. Et alors pour rentrer justement dans les problèmes, je vais quand même me saisir de cette question qui est dite, oui mais les gens ils veulent avant tout manger, etc. Je vais te poser une des premières questions des internautes qui a été posée, c'est un truc qui revient souvent. Les questions d'emploi et de précarité, on a des quartiers, on est ici dans des quartiers où parfois le taux de chômage passe la barre des 50% allègrement, notamment chez les plus jeunes. Quelles sont les 3 mesures, c'est une question qui a été posée par les internautes, quelles sont les 3 mesures phares, prioritaires, que UNIR mettra en place pour être attentif aux plus précaires et résorber les questions d'emploi? On a donc une urgence sociale qui repose sur en réalité, c'est une problématique qui est transversale parce qu'elle tient aussi à l'urgence écologique. Et si on veut créer de l'emploi dans ces quartiers-là, il faut absolument se reposer sur l'urgence écologique et tout ce bassin d'emploi qu'on peut créer dans nos quartiers si on arrive à attirer entre guillemets cet investissement en termes d'écologie. Alors on a des atouts dans ces quartiers-là. La technopole de Château de Gombert qu'il faut absolument reconnecter par le transport, par l'intégration avec les populations de ces quartiers-là. Il faut savoir que quand tu crées un emploi à la technopole de Château Gombert, tu peux quasiment de facto créer 5 emplois indirects. Et ça, il faut travailler là-dessus pour effectivement ouvrir la technopole de Château-Gombert à l'accès aux habitants et à l'environnement qui est le sien. Il y a une mesure qui appartient en réalité à la plateforme programmatique de Debout Marseille Écolo Citoyen, qui est la création
de la Cité de la Transition écologique, qui serait un institut de formation et de recherche, tourné vers les métiers de l'écologie, des énergies renouvelables, etc., etc. Et je crois qu'il y a un besoin extrêmement important de formation. Nous, on a des jeunes qui sont en recherche d'emploi et qui sont en recherche de voies de formation. Si on arrive à attirer par le biais d'un partenariat donc avec la mairie ou avec les institutions ou les collectivités qui piloteront ce programme-là dans nos quartiers, cette cité de la transition écologique, on créera beaucoup d'emplois. Par ailleurs, Château Gombert, la cité de la transition écologique et une troisième mesure qui sont importantes. Même 3-4. On a la volonté de relancer l'économie solidaire et sociale, effectivement, et qui pourra se faire aussi par le biais de la requalification, la revalorisation de tous ces savoirs informels. On a beaucoup de gens qui savent faire beaucoup de choses et qui sont malheureusement obligés de travailler un petit peu en catimini ou avoir des activités qui restent du domaine de l'économie informelle. Ces valeurs-là, ces savoirs-là, ces compétences-là, cette richesse professionnelle et sociale, il faut la mettre en valeur par le biais de l'économie solidaire et sociale, ouvrir des épiceries, des garages solidaires, etc., et remettre l'emploi dans un cadre qui n'est pas juste celui de l'individu. Mais demain, le garage clandestin qu'on retrouve dans beaucoup de quartiers peut devenir un garage solidaire. Absolument. Avec l'accompagnement. Absolument. Alors ça, bien sûr, c'est pas la mairie de secteur qui va le mettre en place tout seul, mais on activera les leviers, on appuiera sur les boutons pour soutenir toutes ces initiatives. Il faut que notre territoire devienne un endroit où on croit et où on espère que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et que effectivement cette activité, cette souveraineté économique reviendra entre les mains des habitants. Et pour ça, il faut passer par une volonté collective, pas juste rester dans l'incantation. Alors, tu l'as cité tout à l'heure en parlant de Château Gombert, il y avait la nécessité d'améliorer le réseau de transport autour de Château Gombert. C'est quelque chose qui est extrêmement fort dans le programme et notamment dans sa partie écologie populaire. Le fait de restructurer le réseau de transport, les mobilités douces, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Comment vous allez vous y prendre pour améliorer la situation des transports dans ce secteur qui est assez catastrophique? Il y a plusieurs volets sur les transports. Il y a ce qu'on appelle les transports lourds, où il faut effectivement créer un axe de connexion entre Capitaine-Guez et Frévalon. Alors, je pense qu'il faut privilégier le bus à haut niveau de service pour l'instant, même si à terme, d'après les discussions qu'on a à l'intérieur de l'UNIR, la meilleure des solutions serait le tram-train. Ça veut dire que... Qu'est-ce que c'est un train-train? C'est une solution qui combine à la fois entre guillemets, la correspondance entre le train et le tram et qui permet à deux endroits d'être reliés par ces deux moyens de transport. Mais ça veut dire des investissements extrêmement lourds. Ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est déjà mettre en place un bus à haut niveau de service entre Capitaine-Guez et Frévalon. Par ailleurs, pour reconnecter La Rose et Château Gombert, il faut mettre en place des navettes. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut discuter avec l'ARTM relativement rapidement parce que c'est une demande, notamment du CQ Château Gombert, qui dit justement que, effectivement, par exemple, entre La Rose et la Technopole, il n'y a pas de moyen de transport. Il y a eu une navette qui existe quasiment plus. Et même de l'autre côté, entre le Technopole Château Gombert et Château Gombert lui-même, il n'y a pas de moyen de transport direct. Par ailleurs, en ce qui concerne les mobilités douces, nous, on a en tête un réseau, un maillage de voies douces, etc., qui nous permet de voies douces, mobilité piétonne et mobilité en vélo, etc., qui nous permettrait d'avoir des voies de circulation alternatives. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé justement, par exemple ici sur La Rose, de suivre le chemin, la route des voitures. On a des tas d'endroits où on peut créer des coulées vertes, etc., comme notamment derrière la Bégude, où si jamais l'alinéa arrive, alors nous on ne veut pas les 12 mètres de large sur l'alinéa, on ne veut pas d'autoroute de contournement, mais une voie douce qui accompagnerait cette voie principale, c'est une des mesures qu'on porte. Alors, tu as cité à plusieurs reprises là, depuis le début de l'interview les noyaux villageois, là tu viens juste de parler de Château Gombert par exemple, et des demandes du CQ Château Gombert.
c'est un petit peu un des enjeux de cette campagne lorsque Stéphane Ravier s'est fait élire, notamment par le vote des noyaux villageois. Vendredi, à son meeting avec Marine Le Pen, il avait une adresse assez violente aux jeunes Marseillais qui n'étaient pas assez français, à qui voulaient tendre la main. C'est un petit peu ça, c'est thème de campagne, notamment vers les noyaux villageois. Toi, tu te définis au contraire comme un fils des quartiers populaires. Dans ton meeting d'ouverture de campagne, tu t'es défini comme ça. Tu as posté récemment une vidéo de toi à Coro, le quartier où tu as grandi. C'est une identité très très forte pour toi. Il y a ces noyaux villageois, il y a ces quartiers populaires. Comment est-ce que le programme d'Unir et sa future mandature pourront réunir ces deux territoires dans une situation où on sort de 6 ans de Stéphane Ravier dans ce secteur? La première des choses, c'est que si je peux m'adresser directement à Stéphane Ravier, c'est que moi, en tant que Français, je ne nourris absolument aucun complexe de francité à son égard. Je rêve en français depuis que je m'en souviens. Donc du coup, français que moi, tu meurs entre guillemets. Et tous les jeunes de nos quartiers rêvent en français dès leur plus jeune âge. Je me définis comme un fils des quartiers populaires, mais sans aucun antagonisme vis-à-vis de mes concitoyens qui habitent les noyaux villageois ou les copropriétés un petit peu plus aisées. Non, le programme d'Unir, c'est un programme inclusif. Ce n'est pas un programme qui stigmatise les uns ou les autres en disant oui, non, les quartiers populaires vont prendre le dessus. Non, il n'y a absolument aucun désir de revanche. Alors que chez M. Ravier, il y a cette espèce de volonté de refaire l'histoire. Je crois qu'il a toujours le cerveau emballé dans les journaux de 62 et que ça, on ne peut pas faire de la politique comme ça en 2020 en restant sur de l'amertume, sur un esprit de revanche, sur une stigmatisation. Non, nous, pour être clair, les 3 urgences démocratiques, écologiques et sociales s'adressent à l'intégralité du territoire. Pas 1 cm² du territoire du 13-14 n'est pas concerné par ces problématiques-là. On ne fait pas de stigmatisation des villageois comme lui peut faire une stigmatisation des quartiers populaires. Absolument pas. Au contraire, la discussion qu'on a eue avec le CQI Château-Gombert nous prouve que de toute façon, outre les nombreuses gesticulations qu'il a depuis 6 ans, il n'a rien fait ni dans les noyaux villageois, ni dans les quartiers populaires. Nous, on essaiera de faire tout ce qu'on peut, partout, dans les noyaux villageois et dans les quartiers populaires. Et alors, dans les noyaux villageois, il y a M. Galtier et Mme Vassal qui, eux, font campagne plutôt sur le thème de la sécurité. C'est une question qui est une forte demande dans ces 2 types de territoires, dans les cités comme dans les noyaux villageois. C'est une question qui revient de manière récurrente. Quelles sont les mesures qu'une mairie de secteur ou une mairie centrale aussi, dans laquelle tu seras conseiller municipal, à minima, quelles sont les mesures qui peuvent être prises sur ces questions-là? La sécurité, c'est une réalité, c'est un sentiment. Nous, on préfère parler de tranquillité publique, de sérénité publique. Il y a eu cette espèce de fantasme de la police de proximité. Enfin, c'est un mythe maintenant idéalisé, mais on est pour une police de la sérénité qui serait non pas une police complètement tournée vers l'aspect répressif, parce qu'on ne peut pas avoir un rapport entre l'État et les institutions et les habitants citoyens qui serait juste sur ce volet coercitif ou sécuritaire. C'est juste pas possible si on rêve d'une société apaisée. Nous, on aborde la sécurité non pas en traitant les symptômes, mais en traitant les causes, et les causes profondes, c'est des causes sociales. C'est le manque d'emploi, c'est le logement indigne, c'est l'éclairage insuffisant, c'est le fait que les commerces de proximité n'existent plus dans ces quartiers-là. Remettre de la vie, remettre de l'emploi, remettre de l'activité, c'est ça qui crée les conditions de la sérénité et de la tranquillité publique. Concrètement, quelles mesures du coup tu t'appliqueras? Concrètement, déjà, c'est une mesure qui est en réalité sociale et démocratique. C'est qu'on veut s'appuyer sur la création de centres de recherche, effectivement sur la sécurité, qui allierait l'expertise citoyenne et l'expertise scientifique, parce qu'il faut s'appuyer sur les sciences humaines. Ça nous éviterait les espèces de faux pas sécuritaires que commettent Galtier, que commettent d'ailleurs beaucoup de gens concernant par exemple la vidéosurveillance. Pour moi, il y a une tribune qui a été publiée par la Quadrature du Net hier, justement, qui interpelle les candidats, donc toi,
qui demande, alors je ne sais plus quels sont les termes exacts, mais un moratoire sur la vidéosurveillance, aller vers la fin de la vidéosurveillance. Pour toi, c'est une bonne idée? Moi, je ne demande même pas un moratoire, je demande carrément la fin de la vidéosurveillance, parce que je trouve que, à part le biais liberticide, je ne vois pas ce que ça apporte, la vidéosurveillance. Les Quadratures du Net, effectivement, fait un travail extrêmement sérieux sur cette question-là, mais des chercheurs comme Félix Traeger, comme Laurent Micheli, ont déjà prouvé par A plus B que, de par leurs travaux, que la vidéosurveillance n'avait aucune efficience, ça n'apporte rien de plus, si ce n'est une espèce de mascarade pour dire oui, on est en train de faire. Mais nulle part, aucune étude sérieuse ne prouve que la vidéosurveillance fait baisser ou fait diminuer l'insécurité. Nulle part. Alors on va arriver vers la fin de l'interview, je vais te poser la question qui fâche, que tu ne connais pas, comme tu ne connaissais pas les autres questions que je viens de te poser. Je pense qu'elle ne va pas fâcher que toi d'ailleurs, hein, ça peut fâcher un petit peu tout le monde. J'ai hésité à te poser des questions sur les fameuses divisions à gauche, mais je me suis dit que c'était un peu ressassé et que tu avais déjà répondu à plusieurs reprises là-dessus. C'est une autre question un peu plus politique et qui a trait aux questions de discrimination dans cette ville et aux déclarations de Ravier à son meeting vendredi. Il peut être souvent entendu que les quartiers nord et la ville tout entière ne sont pas prêtes à avoir un Mohamed comme maire. C'est quelque chose qui revient. Samia Ghali s'est prise d'ailleurs des offensives assez lourdes de par sa candidature, hein, de par son nom et ses origines. Toi, tu penses sérieusement, je te pose la question très sérieusement, tu penses sérieusement que ces quartiers après 6 ans de Ravier et Marseille sont prêts à avoir un Mohamed Ben Saada comme maire? Sur le 13-14 uniquement, non. En général, je veux dire, est-ce que les Marseillais sont prêts à élire quelqu'un issu de l'immigration? Alors pour le coup, c'est pas une question qui fâche, c'est juste que je pense que ta question se trompe d'interlocuteur, parce que oui, si je me présente à cette élection, c'est que je pense être en capacité d'être maire de ce secteur et plus, quand je vois le degré de compétence de ceux qui se présentent à la mairie de Marseille, hein, donc je ne nourris absolument aucun complexe d'infériorité là non plus par rapport à cette volonté de gérer la ville ou de gérer le 13-14. Maintenant, est-ce que le 13-14 est prêt? Je crois que oui. Il a fait une expérience douloureuse. En 2014, quand on faisait campagne, on avait une ambiance complotiste, tu sais, il y avait quelque chose qui retombait depuis, mais c'était l'influence de Soral dans les quartiers. Faut être honnête. On se voyait souvent renvoyer dans les cordes par le fait qu'il y avait une atmosphère de complotisme avec des jeunes et des moins jeunes qui nous tenaient un discours quasi marxiste et qui à la fin concluaient par les Illuminati ou d'autres lubies complotistes. Aujourd'hui, chaque fois qu'on toque à la porte, la première chose que nous disent les gens, c'est dégagez-nous Ravier. Dégagez-nous Ravier. Et ça, tu peux interroger la totalité des 48 candidats qui tapent tous les jours aux portes des gens dans les quartiers et dans les noyaux villageois. Tous disent il faut nous sortir de cette emprise du Front National. Et ça prouve qu'il y a une volonté de changement. La meilleure façon de changer les choses, oui, c'est de voter pour la liste unique. Pas seulement parce qu'il y a Ben Saada Mohamed, parce que Ben Saada Mohamed c'est un Français parmi d'autres, c'est un Marseillais parmi d'autres, mais parce que notre liste reflète la diversité des engagements et des implications citoyennes. Alors je vais me permettre d'enchaîner sur les questions des internautes. Donc on a posé pendant 24 heures, on a demandé aux internautes de poser leurs propres questions. Je t'en ai déjà posé une de question tout à l'heure concernant les 3 mesures sur l'emploi et la précarité. Il y a une deuxième question qui est arrivée et qui a eu pas mal de likes. Tu comprendras pourquoi ma question précédente était un petit peu ambiguë dans sa formulation. Il y a Romain qui nous dit de toute évidence, demain la gauche, espérons au pouvoir, va être composée de plusieurs mouvements. Il va falloir trouver un maire central et fédérateur. Il n'y a pas forcément de figure unique à gauche aujourd'hui. Il nous dit que ça serait un exemple que le maire de la ville de Marseille vienne des quartiers nord, de changer un petit peu la centralité. Il te pose la question, est-ce que toi tu serais prêt à être ce maire fédérateur et montrer l'exemple à partir des quartiers nord pour l'ensemble de la ville? Du coup, j'ai déjà répondu à cette question, oui, sans aucun souci. Mais Romain, merci. Romain, merci pour cette question. Non, mais il n'y a absolument aucun souci.
je serais prêt à le faire, mais la question, c'est pas moi qui peux la poser. C'est qu'à l'instant où on parle, on n'a pas été, entre guillemets, capable de faire l'unité sur l'ensemble de la ville. Et est-ce que mes interlocuteurs de gauche sont prêts à vraiment tenter l'expérience du renouvellement? Moi et mes colistiers, on est tout à fait prêts à nous engager non seulement dans les discussions, mais dans la gestion de la ville de Marseille, sans aucun souci. Mais la question, je crois qu'elle ne doit pas être posée à Mohamed Ben Sadah et à Lévis Tunir. Elle doit être posée à nos peut-être futurs partenaires. Très bien. Alors, il y a une dernière question des internautes qui est posée par Jérôme et qui est celle qui a reçu le plus de... Alors, je l'ai un peu synthétisé parce qu'il y avait 3 questions en une. Il nous demande très concrètement comment, avant le conseil municipal, comment faire participer les habitants aux décisions du conseil municipal, et y compris, je pense que c'est le plus important, ceux et celles qui ne prennent jamais la parole par crainte d'être illégitimes. Comment on fait pour que les gens participent aux décisions, même s'ils ont l'impression que c'est très loin d'eux, concrètement? Moi, je suis convaincu, on partage cette expérience, Kevin, on va pas mentir aux gens qui nous regardent, on partage cette expérience sur le terrain depuis déjà des années, hein. Cette expérimentation de la démocratie directe, qui est une vraie gageure, hein. C'est pas juste quelque chose qu'on réfléchit, non, on l'a dit, on l'expérimente, parfois c'est difficile, parfois c'est extraordinaire, mais que ce soit au sein de ce qui a été expérimenté dans le collectif des quartiers populaires de Marseille, avec les assemblées populaires qu'on faisait à l'époque, que ce soit... Il faudra faire des assemblées populaires, par exemple, avant les conseils municipaux, mais je crois qu'il y a un continuum là-dedans, que ce soit avec ce qu'on a fait avec les assemblées populaires, que ce qui a été fait avec les états généraux, ce qui a été fait avec le pacte et les assemblées citoyennes, ce qui aujourd'hui est organisé par quelque chose qui est vraiment, nous on est extrêmement fiers d'avoir non pas un comité de soutien, mais un comité d'action citoyenne qui, au cours de cette campagne, a émaillé notre campagne par des interpellations citoyennes à venir discuter dans les quartiers, dans des endroits. Aujourd'hui d'ailleurs on va à Prévalon et il y a un comité d'action citoyenne qui va se tenir sur la jeunesse et la démocratie. Et c'est par ce biais-là qu'on va faire remonter les décisions. Mais moi je pense que on peut non seulement s'appuyer sur cette forme de démocratie permanente et sur le préexistant, les CIQ, réactiver les SICA, etc., pour avoir un pouvoir délibératif, parce que c'est ça le véritable enjeu, en amont et en aval, c'est-à-dire permettre aux citoyens de poser des questions qui seront mises à l'ordre du jour du Conseil et voir quelles décisions ont été prises après le Conseil d'arrondissement en lui-même, pour pouvoir avoir ce contrôle permanent. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'est pas juste élu le 22 mars, et voilà, on se revoit dans 6 ans. Très bien. Alors, dernière question, c'est une question des internautes. Tu vas toi choisir de repêcher des questions qui n'ont pas eu forcément énormément de succès. J'en ai sélectionné quand même 3 pour faire une repêche. C'est toi qui choisis la question à laquelle tu veux répondre. On a Bernard qui nous demande est-ce qu'il y aura des frites tous les jours à la cantine. Julien qui nous demande si tu es coupable de l'égalisation d'Amiens à la dernière minute. Ou de l'égalisation d'Amiens à la dernière minute, dernier match de l'OM. Ou un anonyme qui nous demande est-ce que c'est vrai que tu es un sacré danseur? Tu veux répondre à quelle question? Choisis en une. Non, je ne suis pas responsable de l'égalisation d'Amiens, j'en ai pleuré. Ok, j'en ai pleuré hier. Et alors, pour conclure, donc je disais au tout début, Martine Vassal a décliné à annuler l'interview face à Mars Actu de lundi soir. Toi, tu lui aurais posé quoi comme question à Martine Vassal? Déjà, pourquoi vous y participez pas? Comment est-ce qu'on peut se présenter devant les Marseillais et refuser cet exercice démocratique? En fait, c'est indu en réalité. On ne peut pas aller à une élection en occultant la fonction tribunicielle, c'est juste impossible. C'est juste complètement fou. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, Madame Vassal pense qu'avec tous les moyens qu'elle a mis en affichage, en matériel de propagande brillant, parce que c'est même pas du mat, ça peut passer. Moi je crois que c'est une façon de mépriser son électorat et le peuple quelque part, et il faut prendre le risque toujours. Des fois on est en difficulté, des fois on est bon, mais cette sincérité là on la doit aux gens. On doit leur dire les yeux dans les yeux ce qu'on veut faire, ce qu'on compte faire, ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, mais en tout cas il faut toujours prendre le risque de la démocratie, toujours. Merci beaucoup Mohamed pour cette interview. Merci à toi. Qu'on mette Mohamed Non mais c'est bon, ça suffit. Déjà il m'a fait une interview de chacal tout à l'heure. Attends. Non mais ouais, mais j'y vois, merci. Ouais. Il a été sélectionné, il a répondu.
sur place, hein. C'est sur Amiens, c'est Ah oui, ouais. En plus, Amiens, t'as vu, c'est la ville de Macron, hein, si tu Putain, j'ai pleuré. Ah ouais.